Bonjour, je suis Séverine Hénette du CHOM. Je suis responsable technique de la mesure du niveau de la mer et particulièrement du réseau RONIM, donc pour le CHOM. Je vais animer cet atelier d'observation du niveau de la mer avec Tati Missamou du MIO et avec Laurent Testu qui est allé chercher une bouée pour vous présenter du matériel qui va arriver. Donc on a, on va dire, 2h15 ensemble. La pause va peut-être un peu être écourtée. On finit à 16h30. Ok, voilà. Donc l'idée quand même, c'est que c'est un atelier, donc plutôt qu'il y ait des questions, réponses. Faut pas hésiter à poser les questions que vous souhaitez. Attends, je vais passer là-bas pour tiens, ce serait le micro après. L'idée, c'est que Tati, Laurent et donc moi, on va faire 3 petites présentations. En gros, on va essayer de tenir 10 minutes chacun pour présenter. Donc, qu'est-ce qu'un observatoire du niveau de la mer? C'est vrai que je vois là. Et moi, je ferai plutôt un focus sur la technologie radar parce que c'est ce qu'on utilise au CHOM. Donc, on a apporté plusieurs modèles de capteurs ici, donc à un moment vous pourrez descendre pour voir les différents modèles de radar en fait qu'on peut utiliser. Ensuite, Tati fera plutôt une présentation du réseau HTMNet, donc du côté de Toulon, qui fonctionne lui avec des capteurs de pression. Et enfin, Laurent, qui va arriver, vous présentera les systèmes GNSS pour la mesure du niveau de la mer. L'intérêt de faire de la mesure continue, durable, pérenne du niveau de la mer sur un maximum de sites. On a bien vu que les côtes d'Afrique n'étaient pas très couvertes, la Guyane non plus, Mayotte non plus. Enfin, il y a un certain nombre de manques. Donc, un observatoire, il va d'abord falloir trouver un lieu qui va correspondre à un besoin. Donc, bon, l'intérêt, encore une fois, c'est d'avoir des lieux qui seront stables, c'est-à-dire qui ne vont pas être soumis à une érosion littorale trop importante, qui vont être pérennes, qui vont être accessibles aussi, et donc le plus facilement instrumentables possible. Donc, comme vous voyez sur ce schéma, donc ça c'est des fiches REFMAR que vous pouvez retrouver sur le site REFMAR. Un observatoire de marée, il est composé à minima d'une échelle de marée qui sera calée au zéro hydrographique. Et en fait, l'échelle de marée, c'est la seule méthode d'observation et directe de la mesure du niveau de la mer, puisqu'elle est graduée en mètres, et donc on lit directement sur une échelle le niveau de la mer. Un capteur de niveau, donc c'est là où, selon la configuration des sites, etc., on va pouvoir choisir la technologie radar ou autre. Un enregistreur, on appelle ça un data logger ou un enregistreur de données qui va enregistrer les mesures avec une synchronisation horaire, ce qui est vraiment très important, donc qui va être faite soit par un GPS, soit par le réseau quand on a de la transmission 3G par exemple, ou ADSL, ou autre. Mais cette synchronisation horaire, elle est super importante pour avoir une mesure qui est bien datée. Donc ça, on comprend quand on fait de la reconstitution historique, comme nous a montré Alexa, c'est vachement important d'avoir une mesure et qu'on sache qu'elle est bien calée. Et enfin, au minimum, 3 repères de nivellement pérennes qui vont permettre de contrôler la stabilité des observatoires. Donc là, je vous renvoie sur la présentation de Guy ce matin. Et enfin, sur ce schéma, du coup, on voit que le capteur, donc là, tout ce dont j'ai parlé, c'est pas celui-là, voilà, c'est celui-là. Donc notre capteur radar, donc l'échelle de marée ici, le capteur radar, un enregistreur, notre centrale d'acquisition qui va être ici, et nos différents repères de nivellement pour contrôler la stabilité de l'observatoire. Ici, ce qu'on voit, c'est, sur ce schéma, c'est un capteur radar qui est dans un puits de tranquillisation. Donc ça, c'est pareil, ça va être un choix d'installer le système de mesure, soit dans un endroit tranquillisé, qui va permettre de filtrer
tous les mouvements qui ne sont pas liés à la marée, donc les passages des bateaux, la mer devant, etc. Mais à contrario, du coup, ces systèmes de filtre, c'est un filtre, effectivement, et donc ça va nous empêcher éventuellement de voir d'autres phénomènes. Donc aujourd'hui, on est plutôt en phase de se dire, on sort de ces puits de tranquillisation et on va plutôt privilégier des systèmes qu'on appelle à l'air libre. C'est un peu ce qu'avait présenté Jean-Pierre Michelin de la DETAM de Saint-Pierre-et-Miquelon hier, où le premier marégraphe de Saint-Pierre a été installé en puits et le deuxième à Miquelon est en air libre. Donc ça, c'est vraiment les ingrédients minimums d'un observatoire de marée. Dans l'idéal, on va rajouter un second capteur de niveau pour avoir une redondance et au cas où il y en ait un qui tombe en panne, on aura un deuxième. Donc si on a un radar, on peut mettre un capteur de pression. Ça permet aussi un intercontrôle des mesures pour vérifier qu'il n'y en a pas un qui dérive par rapport à l'autre. On va rajouter un système d'alimentation secondaire, donc soit panneaux solaires, soit des batteries. Pareil, en cas de coupure du secteur, on peut continuer à fonctionner sur des batteries et pas perdre des mesures. 2 systèmes de transmission temps réel distincts. Donc c'est pareil, c'est des préconisations, mais là on est vraiment dans des observatoires robustes. Donc par satellite, ici on a de la transmission satellite et puis une transmission 3G ou ADSL selon la configuration des sites. Et enfin notre fameuse antenne GNSS qui va être colocalisée avec l'observatoire pour suivre les mouvements du sol au niveau de l'observatoire. Et bon, 3 repères de nivellement, c'est un minimum. Si on peut en avoir 5 ou un peu plus relativement espacés, c'est pas mal aussi. Donc là, juste quelques illustrations. L'observatoire dans le Pacifique là, de Rangiroa, on a un capteur radar, donc notre échelle de marée, un capteur radar. Là, on a un tube qui descend le long du mur avec un capteur de pression. Et en haut, on voit une antenne de transmission par satellite. Donc, dans le cas de figure, ici, il n'y a que la transmission par satellite. Et puis, notre antenne GNSS colocalisée. Donc ça, c'est un exemple. Et un second exemple à Dunkerque, où on a notre antenne GNSS. Ici, on ne la voit pas très bien, mais en fait, il y a une antenne de transmission par satellite. Et là, cette fois-ci, on a un capteur radar, ici, mais qui est dans un puits de tranquillisation. Et donc avec la centrale d'acquisition ici, des batteries, et puis là c'est le récepteur GNSS qui est là, et des systèmes de transmission. Donc sur le choix de l'observatoire, un autre exemple, pourquoi bien choisir un observatoire et savoir vraiment ce qu'on veut mesurer. Là, je voulais vous montrer les effets de l'ouragan Yann là, qui est passé sur la Floride, avec des effets très très différents en fait sur 2 sites. Qui sont distants, je n'ai pas trop l'échelle, mais de quelques centaines ou milliers de kilomètres, je n'ai pas trop l'échelle. Donc un premier exemple avec ici une décote de plus d'1 mètre, presque 1,50 m en fait, du niveau de la mer sur le site de Clearwater, comparé au site qui était vraiment sur la trajectoire de l'ouragan, et puis où vous avez vu tous les images assez catastrophiques, où dans ce cas-là, on a une élévation de plus de 2 mètres du niveau de la mer. Donc, dans les 2 cas, on mesure des surcotes et des cotes assez remarquables. Mais dans les 2 cas, pour le coup, les marégraphes ont très bien fonctionné et on a mesuré des minimums et des extrémums, quoi. Donc en général, on pense souvent au maximum, mais un peu moins au minimum, mais qui ont aussi des répercussions. Alors pourquoi le radar? Pour mesurer le niveau de la mer. Enfin, ça c'est un choix, c'est le choix qu'on a fait au CHOM après plusieurs processus, plusieurs tests, et depuis des dizaines d'années, la communauté scientifique globalement arrive aujourd'hui à l'utilisation des radars. C'est une technologie qui évolue, numérique, qui évolue relativement vite, qui progresse en fait, qui continue à progresser en fait, qui est fiable, qui est sans contact, donc qui nécessite très peu d'entretien, qui dérive très peu. Aujourd'hui, on arrive avec des radars qui ont une antenne de focalisation de 4 degrés, donc c'est le faisceau en vert ici. Jusqu'à maintenant, en fait, alors nous, sur le réseau Euronim, on a des radars avec un angle de 8 degrés. Donc 8 degrés, quand on a un marnage de 16 mètres, ça veut dire qu'il fallait en fait déporter le radar du quai d'en gros 1,20 m.
Là, les distances, c'est avec 4 degrés. Du coup, en réduisant notre angle d'émission du radar, on divise par 2. Et donc, on arrive à des structures, du coup, pour mesurer même des marnages importants avec des structures relativement légères, on va dire. Donc voilà, c'est les radars que je vous ai présentés ici. On pourra en rediscuter plus tout à l'heure, à la fin des 3 présentations, pour échanger autour de ces nouveaux capteurs. Pour info, les nouveaux capteurs radars aujourd'hui, donc les plus petits, donc je vous montrerai tout à l'heure, les plus petits, les plus directifs, ils fonctionnent à 80 GHz, ce qui leur permet aussi d'avoir une grande focalisation, d'être complètement insensible à tous les paramètres environnementaux, pluie, vent, changement de température, etc. Contrairement aux capteurs ultrasons qu'il y avait pu avoir par le passé, quoi. Donc voilà la raison, voilà, c'est des capteurs qui dérivent pas, et donc très peu d'entretien, pas de dérive, et assez simple à mettre en œuvre. Et donc, en termes de coût, aujourd'hui, on est sur des capteurs qui sont autour de 700-800 €, quoi. Alors, installer des marégraphes, c'est bien. Quand on va les installer, on va s'assurer, effectivement, on va faire un étalonnage in situ pour s'assurer que ce que le capteur mesure reflète bien la hauteur du niveau de la mer, parce que l'inconvénient, on va dire, enfin l'inconvénient, c'est pas un inconvénient, mais c'est qu'on n'a pas une mesure directe du niveau de la mer, c'est des micro-ondes, 80 GHz. Et donc on va mesurer, voilà, c'est une mesure qu'il faut transformer derrière. Donc nous, on va contrôler les mesures, s'assurer régulièrement, donc 2 fois par an, sur les périodes de vives eaux, pour s'assurer que le capteur ne dérive pas. Donc les radars, ils sont donnés pour une exactitude de plus ou moins 2 mm. Donc nous, on va les contrôler régulièrement soit avec une sonde lumineuse ou avec un autre radar. Et donc le but de ces contrôles, ça va être de s'assurer que le puits de tranquillisation n'est pas bouché quand il y a un puits de tranquillisation, et donc valider la qualité et la précision des données qui sont distribuées et diffusées vers les différents utilisateurs. Donc les outils pour contrôler, je vous en ai parlé, l'échelle de marée qui permet une mesure directe. Aujourd'hui, on sait que l'œil humain, il sait très bien moyenner une mesure du niveau de la mer en regardant pendant plusieurs minutes l'échelle de marée. On a une pression, si le niveau de la mer est à peu près tranquille, qu'il n'y a pas trop de clapots ou quoi, à une mesure à 2-3 cm sur la lecture de l'échelle. Donc l'échelle de marée, la sonde lumineuse ou le radar autonome que je pourrais vous présenter tout à l'heure. Et le principe de ces contrôles, en fait, c'est de faire des mesures synchrones avec celles de l'observatoire qu'on veut contrôler. D'où l'importance, encore une fois, du calage en temps de l'observatoire, de comparer ces mesures. Et la référence, du coup, ce sera soit notre sonde lumineuse, soit le radar à main, qui vont permettre de corriger les mesures du marégraphe côtier numérique de notre observatoire permanent. Voilà, donc j'en ai fini pour cette présentation. Je voulais juste vous montrer en tant que un autre fonctionnement, une autre échelle de marée qui est le modèle d'un collègue algérien qui a mis ça en place, qui est à la fois un observatoire de marée, mais qui est en même temps un outil pédagogique et esthétique sur un port qui peut apporter de la sensibilisation pour du public. Et voilà. Pour des collectivités, l'intérêt quand même d'installer un observatoire, c'est d'une part qu'il soit pérenne, et comme on a vu, et comme va nous le montrer Tati également, c'est l'intérêt d'en avoir finalement pas un, mais plusieurs sur une échelle régionale, et donc de travailler plutôt sur un bassin plutôt que juste sur une commune, quoi. Voilà, donc je vous remercie. Je vais laisser la place à Tati, et puis après à Laurent, et puis on posera les questions après, je pense, quand vous aurez bien tout en tête. Toc. Je sais pas qui est-ce qui est... Nicolas, j'ai pas vu. Merci. Mais bonjour, donc
je vais vous présenter le réseau HTMNet, qui est un réseau local qu'on a installé à Toulon. Plus précisément, je veux dire, dans le réseau aujourd'hui s'étend de Marseille à Menton. Et il a évolué au fur et à mesure. Et donc, à la base, parce que nous, on est un labo c'est le labo MIO, donc l'Institut méditerranéen de l'océanologie. Donc, au début, c'était juste basé sur des recherches sur les déplacements, comment dirais-je, les traits de côte dans les ports, ainsi de suite. Et l'idée est arrivée à ce moment-là de pouvoir étudier les hauteurs d'eau et les températures d'eau à travers des thèses. Et au fur et à mesure, quand les thèses se sont mises en place, on a trouvé la manière de mesurer ces hauteurs d'eau. On est passé par des capteurs de pression. Et ils ont finalement donné... Merci. Ils ont finalement donné des résultats satisfaisants. Et par rapport à ça, on a commencé à développer le réseau. Et donc, les instruments que nous utilisons, ce sont des instruments de chez Keller, qui sont basés sur un capteur émergé que je vous présente, qui est intégré dans un tube dans lequel il y a un capteur de pression atmosphérique et de la température atmosphérique, donc hors de l'eau. Donc ça a aussi évolué parce qu'à la base, les données n'étaient pas transmises. Maintenant, Keller a intégré une antenne GSM à l'intérieur, donc on peut transmettre les données en GSM. Donc ça a été très, très reposant pour la maintenance ou les déplacements. Donc le capteur, il est à peu près comme ça. Et ensuite, on a le capteur immergé. Donc il y a Keller en propose deux. Celui que je vous présente, lui, il ne fait que de la mesure de pression et de la température. Et ils ont un deuxième capteur où on peut faire aussi de la conductivité. On a testé, mais c'est vrai que lui, il est beaucoup plus difficile à entretenir parce que le capteur de pression, je ne sais pas utiliser la loupiote. Le capteur de conductivité, il est là, et suivant les environnements, il se pollue beaucoup plus facilement, et il est très sensible il impacte très facilement la qualité de la mesure. Alors que les capteurs de pression qui sont là à l'intérieur, là, eux, ils sont complètement protégés, et même s'ils sont englués dans de la vase, on a toujours de bonnes mesures. Donc le système fini, il est comme ça. Et donc j'espère que vous avez compris. Bon, bref, c'est juste un problème d'une équation physique. Là, la différence de pression à l'extérieur et à l'intérieur, en connaissant le rho GH, on retrouve on peut avoir la hauteur d'eau entre la surface et là où il y a le capteur pour pouvoir avoir la hauteur d'eau qui est entre le capteur et la surface. Et donc ça, ce sont des équations pour trouver la salinité à travers le capteur de salinité. Et alors pour intégrer tout ça, donc comme vous avez vu que ce sont des capteurs classiques, donc pour intégrer cela, ces capteurs, on les met dans des tubes PVC. Et pour être sûr, c'est surtout le capteur immergé, pour être sûr de l'endroit physique où on l'a mis, parce qu'on va voir plus tard, puisqu'il faut retrouver la fameuse hauteur d'eau par rapport au zéro hydrographique, bien que ce soit des millimètres, mais on s'est arrangé à ce que on sait où est physiquement placé notre capteur, parce qu'il est au bord du fond ici. Et après, il y a tout un tas de mesures physiques qui sont faites pour qu'on retrouve la position exacte. Et ensuite, tout ça, on l'intègre dans un tube
dans un tube en alu qu'on va mettre dans un port. Donc, comme elle vous l'a dit tout à l'heure, la collègue, et donc on a tous ces systèmes-là, voilà. Donc, le système, là, notre système, il est fini, il est dans un port et il est complètement autonome. Donc, pour revenir à cette histoire d'avoir une mesure absolue par rapport au zéro hydrographique de notre hauteur d'eau, avec la participation du CHOM, parce qu'au début, on travaillait sans le CHOM pendant quelques temps, et après, comme nos données, après recalage, comme on l'a vu tout à l'heure par rapport à ce qui s'est passé à Tonga, ben, ils sont fiables. Et donc, avec le CHOM, ils nous ont fait les mesures de repère IGN par rapport au zéro hydrographique, ainsi de suite. Donc, dans tout notre réseau de 18 stations, on a 7 stations qui sont calées par rapport au zéro hydrographique. Et de toutes les manières, comme à Toulon, on a le marégraphe de Toulon, on peut recaler, parce qu'au début, c'est comme ça qu'on travaillait. Comme on n'avait pas nos points de repère précis dans nos différentes stations, on se calait, on faisait un calage quand on analysait les données par rapport au marégraphe de Toulon. Donc, ce que je vous présentais tout à l'heure, pour quand je fais mes installations, il faut que je sois assez carré au moment de l'installation pour savoir où sont placés tous mes instruments, comment ils sont placés. Donc, tout est mesuré en amont pour avoir une qualité de mesure fiable. Surtout qu'on a très peu de marnage à Toulon et après, les montées des eaux sont aussi en millimétrique. Donc, j'ai des fiches comme ça par rapport à la qualité à T0 de la mesure. Et puis après, tout est évolutif. Et donc là, je vais vous présenter l'une de nos installations qu'on a sur le port d'Ifremer. C'est le plus vieux site. Donc là, on a des données depuis 2013. Et donc, ça commence à devenir conséquent pour faire de l'observation. Et donc, par rapport à ça, là, je vais parler plus ou moins des maintenances, parce que ces systèmes sont dans l'eau. Donc, tous les 2 à 3 fois par an, je vais sur les sites pour faire des maintenances classiques, parce que il y a beaucoup de comment on appelle ça, d'apoiling, des bestioles qui viennent se mettre. Donc, il faut quand même entretenir le matériel pour qu'on puisse avoir des données à long terme. Et il nous arrive aussi d'avoir quelques pannes. Bon, donc là, c'est juste de la salissure par rapport à l'environnement. Donc, vous voyez, par exemple, là, ça a été très sali parce que c'était dans l'étang de Berre au niveau du Jaille. Là-bas, c'est complètement pourri. Là-bas, je suis obligé, vu l'état des instruments, je suis obligé d'aller tous les 2 mois. Et dans certains sites où c'est plus ou moins propre, je vais 1 fois par an, et il arrive parfois des accidents. Là, par exemple, on a perdu le bouchon qu'il y a au fond du capteur, mais ça ne gêne pas la mesure comment dirais-je, la mesure, elle est vraie, parce que le capteur de pression, lui, en fait, il n'a pas bougé. C'est juste le bouchon qui est perdu, donc le capteur est exposé, il pourrait se casser. Et il arrive parfois que le capteur, avec toutes les énergies qu'il y a dans l'eau, où il sort de son logement, où il rentre dans son logement. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire de la maintenance de temps en temps. Et puis là, c'est juste une anecdote. J'avais retrouvé comment on appelle ça, un crabe qui était rentré dans le tube PVC que je vous ai montré tout à l'heure. Il s'est régalé et puis je n'avais plus de données. Et puis les antennes s'abîment parfois. Et donc maintenant, l'avantage des capteurs Keller, le fait qu'ils aient mis de la transmission GSM, on est plus ou moins en temps réel, mais c'est nous qui décidons d'avoir des données tous les ans, toutes les heures. Donc on peut voir, je peux appeler ça du temps réel. On peut voir en temps réel la manière dont la surface de l'eau se comporte. Et là, en l'occurrence,
je suis allé sur le site faire une maintenance. Ça, c'est le capteur de pression. Donc, le fait immergé, le fait d'avoir sorti le capteur de pression dans l'eau, ben, de suite, je le vois. Et donc, ça me permet de recaler ou de vérifier que je n'ai pas de dérive temporelle parce que cette mesure et cette mesure, je suis en extérieur, je sais à quelle heure j'ai sorti le capteur, je sais à quelle heure je l'ai rentré, physiquement avec une horloge GSM en l'extérieur. Et après la donnée, quand je regarde la donnée, ben, je vois très bien que ma donnée n'est pas décalée dans le temps parce que ces capteurs, comme ils envoient leurs données par GSM, donc on se recale pas sur son horloge interne, mais on se recale plutôt sur l'horloge du fournisseur du réseau Internet, donc du réseau GSM, donc ça nous permet d'être bien dans le calage en temps. Et après, bon, comme tout le monde le sait, pour la dérive sur la qualité de la mesure, sur la verticalité de la mesure, donc on fait des mesures en sonde lumineuse. Donc chaque fois qu'on va sur le terrain, on utilise la sonde lumineuse pour faire une mesure physique de la hauteur d'eau à travers une sonde lumineuse et après de la comparer avec ce qui est apparu. Donc là, en l'occurrence, ici, il avait été fait une mesure à la sonde lumineuse, ce petit point bleu là. Voilà, ce petit point rouge plutôt. Donc là, la mesure à la sonde lumineuse. Et là, c'est ce que la sonde a mesuré. Et comme c'était dans une période où il y avait eu une maintenance, donc je suis sûr que temporellement, ma sonde ne dérive pas. Et en hauteur, ma sonde non plus ne dérive pas parce que là, j'ai fait une mesure physique en extérieur de la sonde. Bon, et puis bon, là, ce qu'on fait aussi un peu maintenant, c'est que en l'occurrence, on a commencé à adapter, continuer à faire évoluer nos instruments, parce que les systèmes qu'on achète, c'est ça qui les protège. Bon, c'est ce qu'ils appellent leur tête pour protéger, mais on a vu qu'avec le temps, leur tête à eux de Keller ne tiennent pas. Ben, j'ai conçu juste des têtes en PVC et je suis très satisfait parce que ça fait 2 ans que j'utilise ça. Ben, à l'intérieur, mes capteurs ne sont pas sales comme ça restent très propres, bon, par exemple. Donc on continue à évoluer comme ça. Bon, et puis là, je vais vous parler justement par rapport aux maintenances. Donc là, il y a la fameuse carte GSM. Donc comme les données sont envoyées, on peut voir les données en temps réel. Là, en l'occurrence, j'ai commencé à voir qu'il y avait des pertes de données et ça me permet de me rendre compte que peut-être que le capteur a un problème. Et quand je vais sur le terrain, ils ont un logiciel où on peut dialoguer avec la bestiole, avec l'instrument sans le sortir. Et donc, je repère de suite, il me dit où il y a le problème et je peux faire ma maintenance tranquille. Et en plus, les données... Quand ils envoient les données, ils envoient aussi les données de l'état des batteries internes, parce que là, il y a une batterie dans l'instrument qui est censée, suivant l'utilisation, qui peut durer de 2 ans à 10 ans. Et l'utilisation, c'est surtout... il a besoin beaucoup d'énergie quand il doit transmettre les données. Donc, à travers les données transmises par le capteur, on peut voir l'état de la batterie. Et quand on est là, je sais que, bon, entre cette période et cette période, j'ai à peu près 1 mois. Je sais que dans 1 mois, il faut que je passe sur le terrain pour changer la batterie. Ou je prends le risque d'arriver jusqu'au bout pour économiser de la batterie, ou je la change avant. Mais par contre, la qualité de la donnée, même quand la tension est là, la donnée est toujours bonne. Bon, donc ça, c'est justement, c'est l'un... Sur le site, en temps réel, on peut voir l'état des batteries de tous les sites. Donc là, en l'occurrence, je vois l'état des batteries en temps réel et je vois par exemple qu'ici, j'ai des pertes de données. Il me dit que pendant 7 jours, je n'ai pas eu de données. Donc, ma batterie, elle est bonne. Il n'y a pas de raison que je n'ai pas de données. Donc, il faut que j'aille voir sur le site. Peut-être que c'est un problème physique, mais je sais que l'appareil est toujours sur le site, qui n'a pas été volé, puisque j'arrive à avoir sa tension.
Donc, c'est peut-être un problème de transmission de données ou autre chose. Donc, cette interface me permet de surveiller à distance l'état de l'appareil, en plus de la qualité des données. Et donc, bon, là, c'est juste une moyenne que j'ai mise par rapport à la batterie. Donc, suivant les sites, vous voyez très bien que ça change. Ou de 32 mois, la plus longue période, 40 mois la plus longue période, et il y a une autre période où c'est à 9 mois. 8 mois, et j'ai constaté qu'en fait, ça vient surtout de l'énergie qu'il a pour la transmission des données. Et donc, les données sont directement envoyées sur un site, et c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc là, je veux conclure. Ça c'est toute l'étendue de notre réseau qui a évolué depuis. Et puis voilà, je vous remercie de votre attention. On en discutera plus tard. Alors, j'ai préparé la présentation. Alors moi, je vais vous parler des systèmes GNSS de mesure du niveau de la mer. Il y a le pointeur là. Alors ça va être une présentation assez courte, je ne serai pas aussi détaillé que les présentations de mes collègues avant, tout simplement parce que ce n'est pas des systèmes que vous allez trouver sur étagère, tout ça c'est des prototypes. Donc, je vais donc vous détailler un petit peu quelques systèmes, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire avec du GNSS ou du système GPS, qu'on appelle GNSS maintenant. Donc GNSS c'est GPS plus les constellations Galileo, GLONASS, voilà, donc ça englobe toutes les constellations satellites. Et ça permet, après un certain nombre de calculs, comme le disait Guy ce matin dans sa présentation, de calculer la position de n'importe quel point à la surface de la Terre, donc que ce soit une station fixe, permanente, comme c'est dans la plupart du temps utilisé, ou des stations mobiles qu'on peut faire flotter sur des objets, donc soit des bouées, soit sur des bateaux, c'était fait sur des bateaux, ou sur des systèmes tractés ici, comme la Calnageo que je vous présenterai un petit peu plus tard. Alors, simplement, en fait, on parle souvent de nouveaux systèmes GNSS. En fait, c'est presque aussi vieux que le GPS, ces systèmes, parce que l'idée de mettre un GNSS ou un système GPS à l'époque sur une bouée, c'est assez vieux. Ça, j'ai tiré ça d'un article de 1994. Donc ça fait quelques années déjà, où les Américains avaient fait un système de bouée GPS qu'ils avaient mis sur une bouée et qui passait sous une trace satellite. Ce qui permettait à l'aplomb du satellite donc de faire un étalonnage du satellite altimétrique pendant son passage. D'accord ? L'avantage de ces systèmes GPS, c'est qu'ils donnent une position, une fois calculée, une position de la surface de la mer qui est référencée à un ellipsoïde et qui est directement comparable avec des systèmes d'altimétrie satellitaire. Donc ça, c'est quand même un atout, en tout cas pour la communauté d'étalonnage des satellites altimétriques, des satellites altimétriques, ouais, c'est des choses qui sont utilisées depuis assez longtemps. Alors, il y a eu plusieurs designs au fur et à mesure des temps. Donc je vous en montre trois. Chaque pays fait un peu son propre design de bouée GPS. Je vous en montre trois parce qu'en fait, on a fait un exercice d'intercalibration de ces systèmes à l'IDEX. Et donc ça, les travaux ont été synthétisés donc par Gaël André du CHOM, parce qu'on avait une bouée du CHOM ici que vous pouvez voir ici. Vous avez les caractéristiques de la bouée. Donc c'était quand même une bouée assez grosse, 65 kg. Donc ça ne se manipule pas tout seul. Une bouée, une SU qu'on avait fait développer pour l'étalonnage de marégraphe, qui était un petit peu plus légère, et une bouée de l'IPG. D'accord ? Donc vous voyez que les designs sont assez différents pour simplement travailler un peu sur les différents comportements à la mer, la stabilité, l'autonomie, toutes ces choses-là. Donc vous avez un peu les caractéristiques des systèmes qu'on avait testés, et puis simplement regarder un peu, on a fait
Pour calibrer, on s'est mis à l'IDEX avec le marégraphe permanent du CHOM, le marégraphe RONIM, et on s'est servi du marégraphe comme référence et on a fait une comparaison au marégraphe. Et simplement, ce qu'il faut regarder, c'est un peu plutôt les écarts types ici. Et on voit qu'on atteint on atteignait à l'époque, les systèmes GPS ont peut-être aussi progressé un petit peu depuis, mais on atteignait des précisions centimétriques. D'accord ? Donc c'est des systèmes qui sont assez matures. Le plus compliqué, c'est peut-être le design, mais en termes de traitement des données, on arrive à des systèmes qui sont proches des systèmes que vous avez sur la table en termes de précision. D'accord ? Par contre, ces systèmes-là, c'est plus cher. C'est pas permanent, évidemment. C'est des systèmes qui sont déployés pendant 1 jour, 2 jours, en 3 jours maximum, parce qu'ils sont ces systèmes qui sont autonomes. Donc ça remplace absolument pas les systèmes classiques qui vous ont été montrés précédemment. Voilà. Mais simplement, il faut savoir que ça existe et ça peut être très utile pour des campagnes ponctuelles ou pour des manips d'étalonnage de capteurs plus permanents. Alors évidemment, donc ça c'est les versions qui sont, on va dire, statiques et posées sur des bouées. On est capable et on travaille pas mal dessus à La Rochelle d'avoir des versions mobiles, c'est-à-dire qu'on a non plus, on mesure pas la hauteur d'eau à un niveau ponctuel, mais on peut tirer ces objets et on peut faire des profils cartographique, on va dire, du niveau de la mer. Et ça, il y a deux systèmes. Donc un système qui a été développé par la division technique de l'INSU, Calnageo, c'est simplement une nappe qui flotte sur l'eau, donc qui suit la surface de l'eau et sur lequel il y a une antenne GPS que vous pouvez voir ici. Il y a un Zodiac ici dans lequel il y a les batteries et tout le système GPS qui a été déporté. Et ce Zodiac est lui-même tracté par un navire que vous ne voyez pas sur la photo, mais qui peut être un petit navire ou un navire plus gros. On a tiré ça derrière le maillon du Frêne à Kerguelen. Et là, on peut faire des campagnes qui sont assez longues et on peut faire des cartographies du niveau marin. Alors, on a fait ça essentiellement pour des manips de Calval, mais on commence à faire ça pour valider des modèles de marée régionalement. Autre prototype, cette fois-ci, c'est le système Pameli. Donc, Pameli, c'est un drone marin. D'accord ? Donc, lui, il est piloté comme un drone, en fait. Donc, il est complètement automatique. On lui donne des waypoints et il fait son trajet. Et donc, il est multi-instrumenté. Il y a plein de systèmes dessus que je ne vous détaille pas, qui permettent de mesurer différents paramètres physico-chimiques de l'océan. Et sur lequel on a devant donc un système qui s'appelle Cyclopée, dans différentes versions, qui a simplement une antenne GPS et un altimètre. Alors, acoustique ou radar, on peut choisir le type d'altimètre, mais là c'est un altimètre acoustique, et donc qui nous permet directement donc de mesurer donc la hauteur d'antenne par rapport à l'ellipsoïde, et ensuite d'avoir le tirant d'air classique comme un marégraphe radar pour avoir la jonction avec la différence de l'eau. Donc ça nous permet d'avoir un profil de hauteur de l'eau le long d'une trace. Alors ça a été testé pas mal évidemment dans la région dans laquelle on travaille. C'est une figure ici que je ne vais pas vous détailler, c'est simplement pour vous montrer juste des profils en fait obtenus. Il y avait deux systèmes, donc le système Pameli, le système de la nappe, qui étaient tractés l'un à côté de l'autre. Et on a essayé de valider un peu ces tests. Et ça, c'est le profil qu'on voit le long de ce trajet, qui est sous une trace altimétrique. Et ce que vous voyez, en fait, la descente ici, c'est simplement la marée qui descend au fur et à mesure du temps. On peut faire des profils et bien sûr, en même temps, on mesure la hauteur d'eau. Je ne détaille pas plus. Si vous avez des questions, de toute façon, la personne qui a travaillé dessus est dans la salle, donc elle pourra sans problème répondre. Elle a fait, donc c'est Clémence qui a fait sa thèse sur ce drone et ses applications. Alors, évidemment, un des problèmes qu'on a avec ces bouées GPS, c'est que c'est pas forcément facile à mettre en œuvre, c'est des prototypes. Et grâce au développement du low cost, il y a des personnes, notamment une des personnes qui a beaucoup participé à ça, c'est la personne qui a développé le réseau Centipede, qui lui a travaillé un peu sur la partie low cost dans le cadre d'un stage, et il a développé en fait ces bouées, ces micro-bouées ou mini-bouées GNSS, d'accord, que je vous présente ici, donc vous avez une idée de la taille. Et pour moins de 700 € maintenant, on peut avoir un système complet avec le niveau de précision que je vous ai montré là, d'accord. Donc on pourra regarder, si vous voulez regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur aussi, c'est possible. Et évidemment, on a testé ça dans différents endroits pour les valider, mais c'est à peu près les mêmes niveaux de qualité que les systèmes un peu plus anciens qu'on avait développés avant. Alors, dernière technologie GNSS qu'on peut utiliser pour mesurer le niveau de la mer, c'est la réflectométrie GNSS. Alors là, pareil, c'est pas forcément un système qui est très
nouveau. Il y a des papiers qui ont été publiés dessus, en tout cas sur le principe de mesure, il y a déjà pas mal de temps. Mais c'est en train de se développer de plus en plus. Ces systèmes-là. Et cette fois-ci, il s'agit d'utiliser un peu en fait la poubelle du GNSS, c'est-à-dire que le GNSS, lui, il prend les signaux directs depuis les satellites pour être utilisé pour le calcul de la position. Mais il reçoit aussi des signaux parasites ou des multitrajets qui sont simplement des réflexions du signal provenant du satellite qui viennent taper sur des surfaces. Et par chance, quand ça tape en fait sur la surface de l'océan, le signal réfléchi en fait peut être utilisé en fait, c'est le bruit, c'est le rapport signal sur bruit, peut être utilisé pour avoir une estimation de la hauteur de la surface qui réfléchit. Et donc il y a eu des algorithmes et des outils qui ont été développés pour, à partir d'une station permanente cette fois-ci, donc qui est à proximité de la côte, retraiter ce bruit, on va dire, entre guillemets, pour avoir une estimation des hauteurs du plan d'eau. Alors c'est tellement développé, c'est bien avancé, à tel point que maintenant en ligne, donc le PSMSL, qui est la banque mondiale des données moyennes de niveau de la mer, mensuelles et annuelles, a mis en ligne sur son portail un retraitement de l'ensemble des stations qui avaient un potentiel de réflectométrie. Il se trouve que la station de Brest est une de ces stations qui fonctionne très, très bien pour la réflectométrie. Donc ici, vous avez le marégraphe. Donc, que je vous ai tracé ici en rouge, donc c'est la courbe rouge. Donc ça, c'est la mesure de hauteur d'eau faite par le marégraphe de Brest. C'est assez récent, là, c'était en août 2021. Et ce qui a été traité donc par Simon Williams au PSMSL, donc à partir des données RINEX de l'antenne GNSS de Brest. Et vous voyez quand même que c'est quand même pas mal du tout. Et ça, c'est où est-ce qu'il va choper ses réflexions en fait, où est-ce qu'il peut prendre les points qui ont été utilisés en fait pour calculer ces hauteurs d'eau, donc qui est la courbe en bleu. Donc vous voyez qu'on arrive assez bien à mesurer le marnage à Brest. C'est pas mauvais du tout. Alors c'est pas encore aussi précis qu'un marégraphe. Je ne sais pas si ça le sera un jour. On voit qu'il y a quand même beaucoup plus de bruit dans les mesures, et ça c'est lié au fait que par exemple les réflexions ne sont pas toujours au même endroit au même moment. C'est un signal qui est irrégulier dans le temps. C'est pas un signal régulier, donc c'est variable. Par contre, quand on regarde, on fait simplement une régression entre les données du marégraphe ici. Donc ça, c'est des hauteurs d'eau ellipsoïdales. Donc vous ne voyez pas c'est trop petit, mais c'est pas grave. C'est à peu près la même échelle. Et ici, les hauteurs d'eau estimées par la réflectométrie GNSS. Donc il y a un offset. Je ne connais pas l'origine en fait de cet offset parce que j'ai regardé les données du PSMSL la semaine dernière, juste avant de venir. J'ai simplement calculé l'écart type et on a à peu près 2 cm d'écart type sur les moyennes journalières. Donc là, j'ai simplement fait les moyennes sur une journée et calculé l'écart type sur toute la série. Et là, si on regarde sur les moyennes journalières, on voit aussi que c'est quand même très bon et que ça peut être utilisé. Alors, l'avantage de ces systèmes, c'est qu'on peut faire des systèmes permanents. Parce que c'est simplement poser une antenne GNSS, et à partir du moment où on a un système permanent posé qui est au bord de l'eau et qui voit suffisamment bien la surface de l'eau, ça nous permet d'avoir une estimation de la hauteur d'eau relativement fiable. D'accord ? Et on peut installer ça sur des mâts type Leclerc, comme vous voyez là le long des projecteurs. C'est pas très compliqué à installer, c'est pas très coûteux maintenant, et on peut même mettre des systèmes low cost. Maintenant, on a des récepteurs GNSS à quelques centaines d'euros. Et bien, c'est tout. Voilà. Donc voilà. Maintenant, on peut, je pense, passer à une séance de discussion. L'idée, c'était d'avoir plutôt un atelier où on discute, on montre les instruments et où on répond aux questions. Alors du coup, Laurent, ce que tu dis pas quand même, c'est qu'on n'a pas de temps réel du tout pour le moment avec ces systèmes-là non plus, quoi. Les courbes que sur le alors non, pour l'instant, on n'a pas de temps réel. Je pense qu'il y a les gens travaillent quand même à avoir du temps réel de plus en plus sur ces questions-là. Je pense que ça devrait arriver. Je ne sais pas si on aura le niveau de précision d'un marégraphe, mais sur le temps réel, je ne sais pas, Thomas peut-être. Ouais, non, c'est pas sur le temps réel. Je ne sais pas si on pourrait faire j'imagine qu'à terme, on pourrait faire de la réflectométrie en temps réel. Non, c'était juste un commentaire. C'est que tu peux dire aussi qu'avec la réflectométrie, tu as une mesure surfacique.
Pour le marégraphe, c'est ponctuel. Hein, le marégraphe, l'antenne GNSS, plus elle va être haute, plus elle va prendre une mesure d'une surface relativement importante de la mer. Ouais, là c'est ce que je montrais en fait, ça c'est les points de réflexion qui sont choisis en fait. Donc plus l'antenne GPS va être haute, plus ce diagramme va être éloigné du point de réflexion et on peut aller voir des points qui sont un peu loin de l'antenne GNSS en termes de distance horizontale. Sensiblement, du coup, si tu as un biais, ça peut venir aussi peut-être de là, quoi. Enfin, pas 15 cm en l'occurrence. Ah oui, non, le biais, alors là, oui, ça, je sais pas, ça se trouve, c'est juste un décalage qui a été mis pour comparer. Ça, je sais pas l'origine. Mais après, il y a différentes fréquences aussi. Donc, le centre de phase de l'antenne n'est pas le même pour les fréquences GPS. Donc, bon, il y a plein de possibilités pour ce biais. Mais... Est-ce que vous avez des questions ? Oui, merci. Merci pour ces présentations et ce panorama de quelques techniques possibles. J'ai une question un peu pratico-pratique. Alors, Benoît Skiban de la DREAL Pays de la Loire. Est-ce qu'il existe des technologies pour pouvoir mesurer le niveau marin au milieu d'une baie, par exemple, dans un secteur où on n'a pas de port, de quai, de point fixe pour instrumenter facilement le niveau de la mer? C'est un problème concret qui s'est posé notamment en baie de Bourgneuf à la demande des acteurs locaux. On va avoir des capteurs de pression, et du coup sur des cages marégraphiques immergées, donc pas avec du temps réel, et donc ce ne sera pas des systèmes pérennes, mais bon, ça peut être des systèmes quand même qui ont des autonomies assez importantes. Hein, maintenant, il y avait Didier Clèche tout à l'heure de RBR qui était là par exemple, qui développe des capteurs assez précis qui dérivent peu et qui peuvent avoir une autonomie de 2 ans, 3 ans même éventuellement. Donc il y a ces systèmes-là. Et après, c'est un peu ce que j'en discutais avec Mathieu tout à l'heure. L'autre idée, c'est de mettre un pieu, en fait, tout simplement. Ça peut être d'instrumenter du balisage, donc soit des tourelles, soit le balisage ancré, pas flottant évidemment, et d'installer avec des panneaux solaires des capteurs, quoi. Ou des éoliennes, ou n'importe quel système qui peut se trouver en milieu de baie et qui peut servir de support pour mettre. Donc là, il faut se rapprocher plutôt des phares et balises et puis de mettre dessus un système radar alimenté par panneaux solaires. Dans la baie de Bourgneuf, je pense que la 3G doit passer, donc ça permet d'avoir du temps réel. Et la technologie radar, comme je disais, c'est très peu de maintenance. Donc après, il y a quand même un problème pour le calage du radar qu'il va falloir rattacher au zéro hydro, mais ça on sait faire. Mais voilà, l'idée c'est soit le marégraphe plongeur, quand il n'y aura pas du temps réel et puis une autonomie réduite. C'est pas du pérenne et on ne pourra pas faire des longues séries dessus parce qu'à chaque fois qu'il sera remis à l'eau, il ne sera pas exactement au même endroit de toute façon. Soit il faut se servir des choses qui existent. Et il y a des choses qui existent en fait, auxquelles on ne pense pas forcément. Merci. Bonjour, Anthony Jamelot du laboratoire géophysique et du Centre polynésien de prévention des tsunamis. C'était juste un commentaire suite à vos présentations. Et par rapport au choix du radar, capteur de pression, en tant que gros utilisateur des marégraphes pour le signal tsunami, pour les effets de houle, etc., j'aurais tendance à préconiser de mutualiser pression et radar, parce que le radar peut saturer en cas d'événement extrême, c'est-à-dire qu'il se trouve complètement inondé. Et le capteur de pression, des fois, se retrouve à sec, parce qu'on a une sèche terrible. Donc du coup, d'avoir les deux, c'est quand même important. Et puis après aussi le sampling rate. Aujourd'hui, je pense qu'on peut se permettre d'augmenter la digitalisation, ce qui permet de voir plus de choses. Voilà. Et puis par rapport à ta question, ce qu'on essaye de faire, c'est avec phare et balise aussi, c'est de valoriser les constructions de navigation. En se disant par exemple aussi valoriser les corps morts des balises flottantes, en fait, qui elles sont déjà instrumentées avec des feux de navigation en termes d'énergie, etc. Et juste d'amener un petit capteur de pression au fond sur le corps mort, de le remonter à la balise sur la chaîne d'amarrage, et des fois ça. Puis du coup on a la donnée en temps réel après avec l'antenne 4G, quoi.
Ok, merci. Mais du coup, sur un capteur de pression, il faut qu'il soit toujours immergé. Donc sur les secteurs à marnage important, techniquement, enfin, je ne sais pas si c'est adapté ou si c'est possible d'avoir 6 ou 8 mètres de marnage sur un capteur de pression. Alors si, les capteurs de pression, il n'y a pas de souci, hein, c'est fait pour. Donc, Ok. donc c'est effectivement ce que je disais dans ma présentation. L'idéal, c'est d'avoir 2 systèmes. Donc c'est d'ailleurs ce qui est préconisé dans le terme de GLOS. Hein. Mais comme, je sais pas, vous avez dû le comprendre par rapport à la présentation de Tati, c'est le nombre d'interventions qu'il fait sur ces capteurs. Donc nous, le réseau CHOM du Pacifique, effectivement, il y a les deux, parce que c'est un réseau qui est davantage tourné vers l'alerte au tsunami. Donc il y a effectivement 2 capteurs, un capteur radar et un capteur de pression, et ils interviennent régulièrement dessus. Sur le réseau RONIM, en fait, on n'a pas de capteur de pression parce qu'on n'a pas les capacités de faire la maintenance de ces capteurs aussi souvent que ça l'impliquerait, quoi. Oui, enfin, mais le principe, c'est d'avoir quand même un système redondant en cas de panne, etc. Mais voilà, ça implique aussi beaucoup d'opérations de maintenance et de nettoyage. Et c'est aussi une technologie qui dérive davantage que du radar, donc qui est quand même moins précise aussi, quoi. C'est vrai que les stations de l'UPF, donc l'Université de la Polynésie, sont des stations vraiment géodésiques. C'est vraiment la surveillance, donc c'est à peu près les 3/4 du réseau, sont avec les antennes GNSS et le radar pour vraiment l'évolution du niveau de la mer sur le très long terme. C'est un réseau fait vraiment pour de la mesure très longue durée. Les autres stations sont américaines et celles, il y en a une de l'État et une de la DGAC, sont des simples capteurs de pression qui sont là vraiment comme, entre guillemets, tsunami-mètres. Et des effets de houle, où là, peu importe, on va dire, le réseau, on veut vraiment ce qui s'est passé. Et on sait que le capteur de pression, en fait, par expérience, sur les derniers gros tsunamis, le capteur de radar aux Marquises, il était sous l'eau, quoi. Donc on n'a pas avec un simple capteur de radar, on n'aurait pas eu la hauteur maximale, quoi. Alors, par contre, ça n'empêche pas les annexes de se mettre sous le radar, au bord du quai. Par rapport à la question sur installer le capteur de pression en plein milieu, les capteurs de pression peuvent, du moins par rapport aux constructeurs, ils peuvent aller jusqu'à 100 mètres. Donc ça donne quand même une assez bonne marge. Et puis après, comme le capteur de pression, lui, il est là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une différence de pression atmosphérique et pression dans l'eau. Donc en fait, ce qu'il y a en dessous, ce qui est important, ce sera la surface qui aura, la hauteur d'eau qu'il y a entre le capteur et la surface. Donc si on peut être à 100 mètres alors qu'il y a 1 km, j'en sais trop rien, mais l'eau ne va pas descendre à 100 mètres, donc on pourra toujours avoir la réponse, même si on a une houle de 10 mètres ou de... Voilà. Et ensuite, on avait fait cette expérience sur l'étang de Berre, où la profondeur de l'étang de Berre est de 2 mètres, en fait. Il n'y a pas beaucoup de profondeur. À certains endroits, c'est que 50 cm. Donc, on a pu déployer nos capteurs de pression en pleine mer, entre guillemets, parce que l'étang de Berre est assez grand, en pleine mer, mais en mettant des piquets. On a mis des piquets et les capteurs de pression ont été mis là-dedans. Et comme les fils ont 2 mètres ou 100 mètres, donc on pouvait toujours avoir la donnée. Mais effectivement, donc ça, ce sont des mesures qui ne sont pas pérennes. On ne peut pas faire de l'observation sur 10 ans. On a fait ça pendant 2 ans et les batteries sont censées, en l'occurrence les batteries qu'on utilise, sont censées tenir 10 ans. Mais ça tient 10 ans si on ne transmet pas les données. Si on fait juste de la mesure toutes les secondes ou de la mesure toutes les 2 minutes, ben la batterie, en fait, c'est ça qui mange la batterie, parce qu'il fait sa mesure et il dort, parce qu'il y a une capacité à l'intérieur. Il fait sa mesure, il dort. Donc ça peut tenir, la durée de vie de la batterie de ce genre de système, ça vient de l'utilisation. Avant, on transmettait les données toutes les 10 minutes, mais les batteries duraient 5 ans. Mais toutes les 10 minutes, les batteries duraient 5 ans. Maintenant, on est passé à 2 minutes. Ben, c'est entre 8 mois et 2 ans, suivant les endroits où ils sont installés par rapport au réseau, puisqu'on utilise le GSM derrière.
Et pour en revenir sur l'échantillonnage, donc tous les marégraphes du réseau RONIM enregistrent les données à la seconde. Donc elles ne sont pas diffusées, elles ne sont pas mises à disposition sur Datashom, mais sur demande, elles sont disponibles à la seconde, quoi. Je vous invite à venir discuter autour des capteurs, si vous voulez. Il y avait une question ce matin sur le chat, mais je pense que c'est peut-être le moment de la poser. C'était M. Sakari Sohou qui l'a posée et qui parlait des instruments de mesure qui se trouvaient dans l'eau. Et il indiquait que l'anti-fouling était apparemment interdite et quel était le produit qui était recommandé actuellement pour éviter l'envasement, l'encroûtement et puis le développement de tous les éléments biologiques dessus. Alors, on est sur les instruments, donc je me permets de poser cette question. J'ai en partie répondu tout à l'heure. Le capteur de pression, par rapport au fouling, ça ne l'embête pas. J'ai ma mesure de pression. J'en ai fait l'expérience. Et en plus, il est même arrivé qu'il y ait eu un des capteurs de pression qui a été enfoui dans du sable parce qu'il y a eu, comment je peux dire, il y a eu un déplacement, un mouvement sédimentaire. Et donc le capteur était dans le sable, nous on ne savait pas. Et comme je vous ai dit, en temps réel, on voit nos mesures, on n'a vraiment pas vu de changement. Et c'est après, quand je suis allé faire une maintenance, que je me suis rendu compte que le capteur était dans le sable. Donc ça, c'est pas pour le fouling. Mais en fait, je tiens à nettoyer, suivant la pollution des sites par rapport à tout le fouling, parce que quand on dit fouling, il y a des végétaux, il y a des animaux, il y a des coquillages, il y a du tout dedans. Mais ça n'impacte pas depuis 5 ans, ça n'impacte pas la qualité de la mesure. Donc, ça m'embête, mais ce serait pour la durée de vie des instruments, mais pas pour la qualité de la mesure. C'est comme ça que je le vois. Avec le recul aujourd'hui, pour l'instant, c'est comme ça que je le vois. Si l'ensablement ne perturbe pas, c'est aussi simple de protéger par le micro, parce que sinon on aura les gens à distance d'entendre pas scruter. Sinon, il y a des systèmes en cuivre. Ça peut pas être protégé en mettant dans s'il y a un environnement poreux, même du sable, ça gêne pas. Peut-être qu'un environnement poreuse ou quelque chose, ça le sable, donc effectivement le sable c'est pas étanche, donc effectivement on va passer. Oui, non, pas du sable, mais un matériau qui pourrait. Ça risque quand même de filtrer certains signaux. Ça va faire office de filtre en fait, quoi. Parce que en fait c'est vrai que ces capteurs ont pu voir le signal du Tonga dont on a parlé tout à l'heure. Parce qu'il n'y a pas de filtre. Si on met des filtres, il y a certains signaux, quand on va passer en mode fréquentiel, il y a certains signaux qu'on ne verrait pas. Mais la mesure en elle-même, elle se ferait. Mais on fera tout simplement des filtres et il y a certaines choses qu'on verrait ou qu'on ne verrait pas. Mais il faut savoir, moi ce qui m'importe, c'est de savoir dans quelles conditions le capteur est mis. Comme ça, après, dans l'analyse, on sait de quoi on parle. Autrement, le cuivre est un répulsif pour le biofouling. Et pour répondre à la question là, en ligne, et donc il y a soit des tamis en cuivre ou qui retardent en tout cas le fouling, quoi. Après, il y a des systèmes par électrolyse ou d'autres choses qui nécessitent de l'énergie finalement pour mettre en place. Ifremer a bossé pas mal là-dessus sur les capteurs. Il y a des solutions qui existent. Ouais. Je profite de ce que j'ai de micro pour poser une question. On a vu des appareils mobiles tout à l'heure. Quelle est la marge de manœuvre pour coupler ces appareils avec des mesures de courant, soit par la dérive, peut-être que sous le drone il y a un ADCP, je ne sais pas, mais on peut avoir à la fois très bonne hauteur et par exemple très bon courant, ou est-ce qu'il y a des... Oui, le système mobile, là, Pamélie, on met ce qu'on veut comme capteur dessus. Donc il peut y avoir un ADCP, il y a des systèmes acoustiques, on peut mettre des systèmes acoustiques. Par contre, il est mobile, donc il bouge. Donc pour avoir le courant, si c'est le courant de marée qu'on veut, par exemple.
faire dériver des bouées. Alors low cost, c'est peut-être pas assez low cost, quoi. C'est ça ma question, c'est quel est l'équilibre entre le low cost et faire, par exemple, dériver des objets. Bon, on les récupère, mais est-ce que c'est... Je crois que j'ai vu des publics où c'est fait comme ça. Il y a des, Ah oui, on peut faire. Oui, bien il y a sûr, des flotteurs GPS qui sont lâchés. On peut faire. Alors on peut faire des systèmes de bouées dérivantes, ouais. Avec des systèmes low cost comme ça, et c'est moins grave si on les perd. Nous, on a fait des bouées dérivantes. Hein. C'était pas le but, mais on en a perdu et qui tourne autour de l'Antarctique là toujours. Mais si on est capable de positionner la bouée, enfin dans des zones où on est capable d'avoir un bateau pour un suivi ou récupérer la bouée, on peut faire des systèmes de bouées dérivantes. Ça marche très bien. Les surface drifters, c'est des systèmes qui sont déployés effectivement pour suivre soit des courants de surface, soit avec des ancres flottantes, des courants à différentes profondeurs et qui ont d'autres. Enfin, c'est le programme Coriolis qui gère ça, quoi. Moi, j'ai une petite question naïve. Est-ce qu'on a déjà étudié ou est-ce que ça existe déjà des radars inclinés? Après, tu fais un étalonnage pour avoir ta pente et oui, pourquoi pas. Enfin, ça peut être envisagé en tout cas. Du coup, toi, tu te dédouanes de ton quai, quoi. Il y a des contraintes de ton quai. Tu peux t'éloigner de ton quai. Alors, en fait, maintenant, avec les angles de 3-4 degrés, on n'a plus tellement ce problème. On n'a pas testé. Mais moi, je pensais surtout si tu n'as pas de quai, par exemple. Si tu n'as pas de quai. Bah ouais, tu vois. Ouais. Non, mais sur une roche un peu éloignée du. Oui, mais tu n'as bord. plus de réflexion non plus. Alors, Bah, la portée justement, max, les c'est radars, 30 mètres. C'est 30 mètres des radars. Normalement, avec tu es censé avoir une réflexion. Ouais. Effectivement, si tu as une surface ultra lisse, ouais, ça marche pas, mais avec le clapot, tu as un retour. Mais en théorie, même si du coup ton radar, tu le mets pas bien verticalement au-dessus de l'eau, s'il a un petit angle, vu que tu vas faire un étalonnage à un moment à marée haute et à marée basse, tu vas corriger cet angle. Donc, c'est quelque chose qui est envisageable en tout cas. C'est le but de l'étalonnage. Et tu sais si ça a déjà été installé, ce genre de... Non, aucune idée. Moi, j'avais une petite question par rapport au système avec les capteurs de pression là, pour Toulon. Pour éviter ce problème des batteries, de devoir changer tous les 8 mois ou 1 an, et donc enlever le capteur et le remettre, c'est pas possible de faire un système avec panneaux solaires et tout ça, pour pouvoir l'alimenter en continu? En fait, comme c'est un système, comme c'est un... De Ben, je ne sais pas si c'était ça ou si c'était... Discrétion, parce que là, leurs capteurs, personne ne les voit. On regarde du CHOM, c'est une histoire de discrétion. Le réseau, là, tu ne les vois pas. Il n'y a que ceux qui savent qu'il y a ça qui existe, qui est là. Si tu mets un capteur, si tu mets un panneau solaire, il va être visible de tout le monde et il va être dégradé. Ah ouais, c'est parce qu'il est visible qu'il est... Ok. D'accord. Je pensais que c'était une raison... Enfin, s'il y avait une raison technique ou pas. J'ai pas trop bien compris ta réponse. Si tu mets un panneau solaire, ton capteur, il va être visible. Alors que là, moi j'étais sur les réseaux HTML, ils sont discrets. Ils sont à peine visibles par les gens. Donc si tu mets un panneau solaire, les gens vont savoir qu'il existe, ils vont venir à côté et ça va être dégradé. Alors que là, ils se font dans la masse. Comme je suis utilisateur, je ne me suis même pas rendu... Moi, je le connais, j'avais l'impression qu'il était visible. Donc toi, comme tu ne le connaissais pas, tu me dis qu'effectivement... Parce qu'on s'était posé la question, justement, ceux qui sont installés à Marseille, on n'a jamais été dégradé. Hein. Même dans les ports, les gens ne viennent pas mettre leur bateau dessus, je ne sais pas pourquoi. Donc, effectivement, ça pourrait être un danger. Mais par rapport à comment... Le système, il faut qu'il soit étanche. D'accord ? Le système Keller, il est là, c'est un système intégré que moi, je viens continuer à plugger avec mes autres éléments. Donc, la partie que j'appelle émergée, là où il y a la batterie, elle n'est jamais en contact avec l'eau. C'est la partie immergée qui est à 2 mètres, le capteur est au fond dans l'eau. Donc, et ça... ils ont tout fait pour que ce soit le plus étanche possible. Donc si je viens faire sortir un autre câble
pour alimenter à travers un panneau solaire. Bon, je ne m'y suis pas risqué. Effectivement, là, aujourd'hui, on est en train de se poser tout un tas de questions sur cette histoire de batterie, parce que cette batterie, bon, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai montré qu'on essaie de commencer à s'adapter en fabriquant des têtes de protection, et ainsi de suite. Là, j'ai constaté, ce sont des batteries au lithium Tidran. Eux, ils nous les vendent 120 €. Et si je l'achète directement chez Tidran, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je l'achète 50 €. Mais par contre, il faudrait que je soude, et ainsi de suite, que je fasse des trucs. Donc, au fur et à mesure, on va voir comment pallier à certaines difficultés qu'il pourrait y avoir. Donc, en l'occurrence, par exemple, pour parler de l'anti-fooding, avec des chimistes du laboratoire, on est en train d'essayer de voir comment ils travaillent ou sur des cuivres ou sur des peintures. Peut-être mettre ne fût-ce que des peintures sur les capteurs ou sur tous les tubes PVC pour essayer. Bon, bref, donc on est en train de continuer à évoluer. Mais effectivement, l'alimentation, ça a un coût, quoi. En fait, ça a juste un coût. Mais s'il s'agit de se déplacer, il faut quand même aller sur un site 1 ou 2 fois par an. Même s'il est périn, il faut quand même aller le voir de temps en temps. Moi, j'avais une question très bête sur des questions de déploiement justement pour le système radar. Est-ce que vous l'avez déjà déployé sur des épars typiquement, en fait, sur les espars, en fait, sur des structures fixes qui sont dans des chenaux, trucs comme ça, qui sont à peine découverts en fait à marée basse, mais qui restent encore un petit peu d'eau. Typiquement, je regardais en fait dans mon secteur sur les endroits où je pourrais déployer ce type de matos sans que les gens viennent par curiosité y gratter dedans. Du coup, il y a effectivement des structures fixes type épars dans les estuaires. On en a quelques-uns. Je me demandais si c'était possible de déployer du radar là-bas, en matière de structure, quoi. Alors, nous, effectivement, nous, on n'a jamais fait. Faut surtout que c'est des pales planches plutôt métalliques ou plutôt en bois. La question, c'est toujours la stabilité, en fait, de la structure. Enfin, c'est quand même le principal point à regarder, qu'effectivement, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui ait tendance à s'enfoncer, on va dire, ou à être dégradé par la rouille pour que le repère, il soit le radar, il soit installé sur quelque chose qui ne bouge pas, sinon ça va forcément entacher d'erreur la mesure du niveau de la mer. Donc non, on n'a jamais fait, mais c'est complètement envisageable, quoi. Après, l'alimentation, ça restera un panneau solaire, donc quelque chose qui sera visible de toute façon, quoi. À moins que vous ayez un câble sous-marin qui puisse passer d'un endroit à un autre, mais dans le contexte du Maroni, ça me paraît un peu compliqué. Non, mais après, coller des panneaux solaires sur les différentes faces de l'épars, en tête d'épars, en fait, ça peut éventuellement... Bon, du coup, les gens sont obligés d'aller au moins à 1 mètre ou 2 pour essayer de les décoller et de les arracher. Donc, je sais pas, j'y réfléchissais comme ça, mais... Après, je sais pas, il y a peut-être des personnes demain qui viennent visiter du coup l'observatoire de Brest. On a aussi un système ponctuel qui fonctionne sur panneaux solaires qui est complètement intégré, éponyme. Je crois que vous avez l'ambition d'en acheter un, il me semble, à l'Université de La Rochelle. Donc c'est un système qui est complètement autonome, qui est dans une pyramide solaire avec un capteur radar. Qui est aujourd'hui commercialisé par une société brestoise. Et donc, qui fonctionne. Donc, c'est un radar, l'équivalent du jaune, là, qui est sur la table, qui pourrait être évolutif avec les plus petits. Bon, enfin, je vous invite à descendre, voir les capteurs, en fait. Et puis, voilà, c'est un système complètement intégré avec une transmission GSM. Donc il y a des systèmes tout intégrés qui existent avec système d'acquisition et de mesure. Mais sur un épars, oui. Aujourd'hui, vu la taille des capteurs, des centrales d'acquisition, ça paraît complètement faisable. Ouais. Après, c'est le calage. Il faut réussir effectivement à caler ou recaler la mesure. Mais bon, par rapport à d'autres mesures à quai, en Guyane, il y a quand même des mesures. Donc... il faut recaler sur une échelle à quai quelque part ou un repère de nivellement, mais il y en a quoi. En général, sur les anciens épars, il y avait quelques repères de nivellement, mais ils sont passés, dépassés et repassés.
Non, par contre, effectivement, l'avantage, c'est que c'est des structures fixes avec un socle. Donc, du coup, pour faire des mesures de nivellement dessus, c'est probablement ce qu'on pourrait avoir de moins pire. Avec des infrastructures portuaires, mais ça, il y en a deux. Après, du coup, sur un épars, le radar, il ne sera pas nivelé, mais la mesure, elle sera recalée par rapport à des mesures à terre, par rapport à un repère qui serait à terre, et les mesures seraient recalées comme ça, a posteriori, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Il y a les îles du Salut, il y a des Gras, des Cannes, et puis il y en a un troisième, je ne sais plus où. Il y en a 3 en Guyane. Montjoly. Il est la mer, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, il est la mer de quai est cassé. J'ai envie de poser une question, donc je sais pas. Non, c'est peut-être au niveau du CHOM ou je sais pas trop quoi, ou peut-être une autre personne. La sonde lumineuse pour vérifier la dérive verticale, moi, m'embête. Est-ce qu'il y aurait, puisqu'on parle beaucoup de radar ou de télémétrie ou ainsi de suite, est-ce qu'il y aurait aujourd'hui quelque chose qui pourrait pallier à cette histoire de cette sonde lumineuse, parce que je la trouve embêtante. C'est l'oreille de l'individu et c'est l'œil pour le maître. Donc, voilà. Nous, aujourd'hui, on est aussi paresseux. Et donc, la sonde lumineuse, c'est fastidieux, c'est compliqué. Et donc, on fait de l'intercomparaison avec un autre radar, en fait. Celui-là, il est autonome. Donc, on le prend, on le pose et on compare, on contrôle nos marégraphes permanents avec celui-ci, qu'on étalonne régulièrement. Donc c'est pareil, la sonde lumineuse, en fait, je vous invite à descendre pour voir les différents instruments. En fait, la sonde lumineuse, c'est juste un mètre ruban, c'est un capteur piézo, et qu'on envoie en fait au laboratoire national de métrologie. Et c'est pour ça que c'est ça notre référence, en fait. Alors attention aux câbles et puis aux caméras qui sont disposées. Du coup, je peux vous présenter, Laurent vous présentera la bouée GNSS. Donc là, vous avez différents capteurs radars. En fait, les plus gros sont les plus anciens. Donc on a 2 types de capteurs. En fait, les capteurs vraiment sans contact, donc c'est celui-ci, le plus ancien, avec une antenne qui a un angle d'ouverture de 8 degrés. Et en fait, si on met juste une antenne beaucoup plus grosse, on aura un angle d'ouverture qui sera réduit à 4 degrés. Mais donc, avec vraiment un gros, une antenne assez volumineuse. Après, sur certains... Donc, pour le moment, c'est les capteurs qu'on a sur le réseau Ronim. On a des capteurs philo-guidés. Donc, ceux-là, ils sont forcément ceux-là en puits de tranquillisation. Et donc, en fait, l'onde radar, elle est guidée le long de ce câble. Mais comme le câble donc, avec un lest et donc une anode sacrificielle à la base du lest, comme c'est en contact avec l'eau, il va y avoir du biofouling sur le câble. Et donc, il faudra le nettoyer parce que sinon, ça ralentit le signal. Donc ça, c'est un autre modèle de radar. Il y en a un comme ça, au marégraphe de Lorient, par exemple, qui est un marégraphe REFMAR par Ronim. Pour vérifier que... Et donc, les nouveaux capteurs dont je vous parlais, vraiment les tout petits, les tout derniers, là, ceux qui fonctionnent à 80 GHz, c'est les capteurs Vega qui coûtent 700-800 €. Donc, ces deux-là, celui-ci et celui-là. Et donc, la différence, c'est un peu, c'est la taille de l'antenne. Donc, celui-là, il a un angle d'ouverture de 8 degrés. Donc en fait, sur les zones de petit marnage, ça suffit. Enfin, on n'a pas besoin d'être très éloigné du bord du quai ou quoi. Et celui-là, il a un angle d'ouverture de 4 degrés. Et donc, voilà, ces capteurs, c'est aujourd'hui ce qui se fait, je pense, de mieux. C'est ce qui doit équiper les SPC, je pense, qui ne fonctionnent qu'avec du Vega et du paratronique. C'est des capteurs qui sont fabriqués en France. À peine une centaine d'euros, je crois. Enfin, on reste vraiment autour de 700-800 €, quoi. Donc Vega, c'est donc le constructeur qui équipe donc tous les SPC, les services de prévision des crues, Vigicrues. Donc nous, au CHOM, on a 50 marégraphes, donc 50 capteurs. Les services de prévision des crues, c'est des milliers de capteurs, parce qu'ils instrumentent en fait
tous les cours d'eau. Donc enfin, au niveau des constructeurs, on n'est plus du tout dans le même volume en fait d'instruments, quoi. Hop. Et donc ici vous avez voilà. Donc là, notre fameuse sonde lumineuse, c'est ça. Hein, c'est assez bête et méchant, mais effectivement, elle est étalonnée au laboratoire de métrologie pour vérifier qu'un mètre fait bien un mètre, et puis du coup on corrige éventuellement. Ça, c'est des exemples de centrales d'acquisition. Donc ça, c'est Paratronic, c'est pareil, c'est un fabricant français. Donc ça, c'est l'ancien modèle, ça, c'est la nouvelle avec un afficheur numérique. Et puis ici, voilà les modèles de capteurs de pression du style qui équipe le réseau HTMNet. Donc effectivement, en termes d'encombrement, c'est assez réduit, mais ça nécessite forcément un tube de maintien pour pas que le capteur batte le long d'un quai ou des choses comme ça, quoi. Lui, du coup, comment on le référence par rapport au 0, celui-là? Vu que du coup, je sais pas qu'il est suspendu ou il est en... Que lui, tu l'as positionné par rapport au 0 et lui, tu l'as bien enfoncé. D'accord, ok. Et du coup, le câble permet de transmettre les données en temps réel. Ah oui, ok. Ah oui, c'est tout dans le même. Ouais, ok. Non, ça, en fait, ça dépend. Ils ont cette version, oui. Cette version, comme il y a le tube, il y a, en fait, parce qu'il y a deux méthodes. Ils disent pression relative ou pression absolue. Donc lui, j'ai comment on appelle ça, ce tube là. Donc lui, il ramène ici la pression atmosphérique. Donc, au niveau du cap. Donc là, il te donne directement la mesure de la pression absolue. Alors que lui, il n'a pas le capteur parce que c'est celui-là qui a. Donc lui, ça c'est celui qui est utilisé avec ça, là, donc le 9. Donc lui, il n'a pas la pression atmosphérique au niveau de la mesure ici. Prenez un micro parce qu'en fait, il y a des gens en direct qui râlent un truc. Merci. Donc il y avait une question qui a été posée sur la manière dont c'est la pression immergée et mesurée. Donc il y a certains capteurs qui ont la mesure de la pression atmosphérique au sein du capteur immergé même, parce que il y a un tube qui lui ramène la pression atmosphérique. Donc lui, il fait une mesure absolue directement dans l'eau, alors que les autres capteurs, ceux que moi j'utilise, n'ont pas de... ils donnent une pression relative directement dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'il y a cette partie émergée où la pression atmosphérique est faite. Et à travers les deux mesures, on peut avoir finalement directement la hauteur d'eau en absolu. Et donc j'ai emmené celui-là ici exprès, justement avec le temps, parce que Keller a changé un peu la composition de son métal. Donc justement, ça n'a pas gêné la mesure, comme je disais tout à l'heure par rapport au feeling. Donc, parce que le capteur de pression à l'intérieur, lui, il est toujours en état, il me fait toujours de la mesure correcte, mais la bestiole, elle est abîmée. Donc, ils ont changé un peu la composition de leur métal pour que ça puisse tenir sur les agressions des milieux. Et donc, ces capteurs-là, la mesure, c'est pour ça que quand le bouchon noir, tout à l'heure j'ai montré que le bouchon noir s'était perdu, c'est pas un problème parce que la mesure se fait là. Oui, d'accord. Sur chaque capteur, il y a toujours ce trait là. Bon, les gens doivent le savoir. Sur chaque capteur, il y a toujours ce trait et la mesure se fait là et c'est de là que on sait d'où on part, ainsi de suite.
Du coup, là, le radar, donc on parlait de contrôler les marégraphes avec la sonde lumineuse. Et effectivement, aujourd'hui, on utilise un autre système. Celui-là, c'est un radar qui est autonome, en fait. Donc là, vous pouvez le faire passer, enfin, laissez-le plutôt vers le bas plutôt que de le diriger vers vous. Donc vous avez la distance qui s'affiche sur l'écran au-dessus, quoi. Et donc celui-là, c'est pareil, on l'étalonne tous les ans pour le moment, mais encore une fois, comme c'est des capteurs qui dérivent pas du tout, on va progressivement en fait allonger la période de retour en étalonnage parce que ça dérive pas, quoi. Merci. C'était par rapport aux échelles de marée circulaire qui étaient présentées tout à l'heure, savoir où elles ont déjà été installées, le coût et le fonctionnement. En fait, j'ai pas eu le temps de voir véritablement comment c'était mis. Ça m'intéresserait. Je vais mettre la petite animation parce qu'elle est sympa. Je sais pas si je peux en fait. Donc, du coup, voilà l'animation. Donc, elle a été installée. C'est un système à flotteur en fait. C'est adapté pour des zones plutôt à faible marnage. Et elle a été installée. Donc, c'est Yassine Emdan de l'université d'Alger, il me semble. Il y avait son nom au début, qui a développé. Donc, c'est vraiment un système low cost, très low, enfin super low cost. Et le principe, voilà. Donc, ça fonctionne avec un flotteur. Et donc, l'échelle après indique la hauteur d'eau. Donc, je vous ai montré. Bon, donc là, c'est le schéma théorique. Hein. Et après, c'est un système à code barre et avec une lecture optique. Et donc, l'échelle est graduée à l'extérieur. Ça, c'est pour la visualisation grand public. Mais il y a également un système dans l'épaisseur de l'échelle de marée où, en fait, il a imprimé un système de code barre et c'est juste un lecteur optique, la même chose qu'il y a sur les caisses en grande surface, enfin, ou n'importe où maintenant, mais pour lire le code barre. C'est dans ce sens-là où c'est une technologie qui est très peu chère, en fait, optique, et quand même numérique et avec de l'enregistrement derrière. Donc c'est visuel, mais c'est aussi... Donc je crois qu'il n'y en a qu'une qui est installée pour oui. Enfin, voilà, je ne sais pas exactement sur quel port. Il faudrait que je le redemande. Ah non, il y a moins que ça. Je crois qu'il y a 2 mètres. Il n'y a pas beaucoup, ouais. Donc je pense que c'est adapté sur le pourtour méditerranéen, mais... Enfin, ou éventuellement... Enfin, voilà, dans les zones... de faible marnage. Après, faut bien se dire que comme c'est un système à flotteur, plus il y aura du marnage, plus la flèche sera grande et ça prendra de l'emplacement sur un quai. Ouais. Complètement, ouais, tout à fait. C'est à la fois ludique, pédagogique, didactique, et effectivement, on arrive. Bon, alors là, elle est graduée à l'envers, hein, donc c'est-à-dire que quand le flotteur remonte. Donc c'est la hauteur d'eau qui monte et en fait on lit une valeur basse, mais il m'a expliqué qu'en fait c'était parce qu'il voulait indiquer la hauteur d'eau. Il avait considéré que le 0 c'était le quai en fait, voilà, c'était sous le sol, c'est la hauteur d'eau sous le sol, mais que pour des applications marée évidemment il fallait inverser les échelles pour effectivement lire la hauteur d'eau et non pas la distance par rapport à l'eau et le quai. Il a fait un autre système comme ça. Il avait présenté ça il y a 3 ans. C'est dans un tube en fait. Donc pareil, le même système d'un flotteur en fait, donc dans un tube. Et donc pareil, en collant son code barre en fait sur le tube. Et c'est un cylindre qui va monter et descendre dans le tube. Et donc une lecture optique du code barre. Donc le lecteur optique est fixé. Est fixé dans le tube et en fait c'est le flotteur qui monte et qui descend, donc le code barre qui monte et qui descend, et donc avec une lecture optique du code barre qui correspond à un niveau de l'eau en fait. Oui, ouais, c'est vraiment des... Je ne sais pas si vous avez des questions sur la bouée ou sur d'autres systèmes.
je ne sais pas si vous j'ai téléphoné au... Ah oui, bon, bien sûr. On a les mêmes problèmes encore. Attention. Tu vois, si tu as des précisions sur la bouée. Sur la bouée. Bon, alors, la bouée, s'il y en a qui sont intéressés, on peut démonter le petit boîtier, hein, parce que dedans, en fait, il y a une batterie, il y a un récepteur GNSS, une carte SIM, et les deux antennes là, c'est les antennes GSM. C'est les antennes transmission là, GSM, ouais. 4G. Et ben apparemment, il y a toujours deux dans les trucs. Donc, il y en a qui veulent qu'on démonte, on démonte. Si vous avez un tournevis cruciforme, toi t'en as. Ah ouais, mais on continue. Ok, bonjour. Je voulais savoir avec la bouée, est-ce qu'on peut faire des mesures en continu, vu qu'elle se déplace et tout? Ça dépend de ce que vous appelez en continu. Non. Oui. Ah ben faut la fixer, faut l'ancrer, faut l'attacher à un corps mort. Et oui, elle peut flotter et vous l'accrochez à un corps mort. Non, pas un quai, ça peut être un corps mort là où ils accrochent les bateaux, hein, dans les fleuves ou au milieu. Hein. Mais il faut simplement l'accrocher, elle va tourner autour avec un bout et elle va enregistrer là, ensemble. Alors, elle peut rester. Alors après, le problème, ça va être la batterie. En fait, la batterie tiendra pas un mois. Ouais. Donc, ça, c'est en général, c'est fait pour faire des mesures ponctuellement, quoi, pendant quelques heures ou éventuellement une journée, mais. Voilà, c'est là où on n'a pas de données marée graphiques. On veut simplement avoir un cycle de marée. On peut poser ce système de mesure. Ouais. Non, ça c'est le démarrage. Ah oui. Donc dedans il y a il y a l'antenne, il y a la carte SIM ici. Hein. Ah oui, il y a la caméra. Bon, mais si personne m'écoute, je vais peut-être pas parler. Hein. Oui. Bon, au moins Clémence qui m'écoute, c'est gentil. Donc il y a la batterie qui est ici, hein, qui est une petite batterie classique pour charger son téléphone portable. Il y a le récepteur GPS là. Donc qui est relié à l'antenne avec un câble qui va relier à l'antenne GPS qui est l'antenne blanche. Hein. Et ensuite il y a la 4G là qui est reliée à la batterie. Et donc c'est une carte SIM dedans, simplement une carte SIM. Donc et ça transmet en fait pour démarrer le récepteur. Alors si j'enlève ça en fait on va démarrer la bouée. C'est un truc c'est un aimant ouais qui est bien aimanté. Voilà. On voit que ça déclenche l'allumage du récepteur, donc la bouée s'allume. Et là, alors là, en fait, on peut se connecter en Wi-Fi sur la bouée. Donc, on se connecte en Wi-Fi et on peut paramétrer les différents, ce qu'on veut, les enregistrements, paramétrer la bouée et même télécharger les données. Donc, on n'a pas besoin d'ouvrir en fait la bouée et on peut suivre en temps réel aussi l'évolution du signal, quoi. Ah oui, alors quand il y a des mesures de bathymétrie, oui, ça, alors ça, faire ça en même temps, ouais. Ah, voilà, je vais l'éteindre. Là, et on met ça, et ça l'éteint. Combien il coûte ? Il coûte, celui-là, quand il a été fait, il coûtait 600 €. Alors, ça a peut-être un petit peu augmenté, mais là, on doit être pas loin de 700 €. Tout compris, hein.
Donc c'est le prix d'un radar, hein, maintenant, ou pas, peut-être pas des plus petits, mais c'est le prix de ça, ouais. Ah ouais, maintenant, parce que... Je suis pas venu avec Pamélie. Je suis pas venu avec Pamélie, je crois. Non, Ah, c'est ce que vous avez fait, ça? on n'a pas été, ça c'est sûr. Vous avez pris les C'était le rôle de tout mettre.